Washington vacille, Paris panique, Bruxelles retient son souffle. Pourquoi tant d'agitation? Parce qu'en un seul geste, la Chine vient d'abolir tous les droits de douane pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Zéro barrière, zéro taxe. Une page d'histoire s'écrit sous nos yeux et rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, tout change. Imaginez, un agriculteur burkinabé vendra son coton directement en Chine, sans être étranglé par des taxes imposées de l'extérieur. Un éleveur nigérien atteindra des millions de nouveaux clients sans qu'aucun intermédiaire occidental ne prélève sa dîme. Un mineur malien verra, pour la première fois, son or rayonner à travers l'Asie selon des termes africains. C'est la fin d'une ère où l'Afrique était le théâtre d'une extraction sans retour. Regardez l'histoire. Au début du XXe siècle, quand les puissances coloniales européennes imposaient des droits de douane, elles verrouillaient l'accès de l'Afrique à la prospérité. Le coton du Burkina Faso était vendu à des prix dérisoires, puis revendu en Europe avec une marge démesurée. Les éleveurs nigériens voyaient leurs troupeaux partir vers des ports étrangers, sans jamais toucher la vraie valeur de leur travail. Les mines d'or du Mali, exploitées depuis des siècles, servaient à enrichir des marchés lointains, laissant sur place pauvreté et dépendance. Ce qui s'est joué, ce n'est pas un simple accord commercial, c'est un séisme géopolitique. Pour la première fois depuis les indépendances, des nations africaines brisent les chaînes qui les maintenaient sous la coupe de l'Occident. Pendant des décennies, leur coton, leur or, leur bétail étaient taxés, sous-évalués, puis revendus à prix d'or ailleurs. Qui dictait ces règles? Pas l'Afrique. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Une porte longtemps verrouillée s'entrouvre à l'Est et l'Afrique saisit l'initiative avec une énergie nouvelle. Comment en est-on arrivé là? Que cache vraiment cette suppression des droits de douane? Simple affaire de commerce ou naissance d'une révolution mondiale? Pour comprendre ce séisme, il faut revenir sur les coulisses de l'accord et les intérêts réels de la Chine. Car derrière ce geste se joue bien plus qu'un partenariat économique classique. Et l'enjeu est colossal. Si l'on ne saisit pas la portée de ce tournant, on risque de rester soumis aux règles d'autrui, condamné à répéter une histoire d'asservissement économique. Cette chance d'émancipation pourrait s'évanouir, étouffée par la peur ou l'incompréhension. Pour bien saisir l'ampleur de ce bouleversement, rappelons-nous de la conférence de Berlin de 1884. À cette époque, l'Afrique était découpée sur une carte, sans consultation de ses peuples, pour mieux servir les intérêts européens. Aujourd'hui, en abolissant les barrières douanières, la Chine provoque un renversement de cette logique séculaire. Elle ouvre une brèche dans le mur du protectionnisme occidental. Pendant des siècles, les tarifs ont été la chaîne invisible qui maintenait l'Afrique sous la coupe des empires. Derrière chaque taxe sur l'importation, chaque droit de douane, se cachait un piège savamment orchestré pour asservir le continent. L'Occident dictait les règles, acheter les matières premières africaines pour une poignée de pièces, puis revendre les produits finis à des prix démesurés, verrouillant ainsi toute chance de prospérité locale. Prenons l'exemple du cacao ivoirien. Pendant des décennies, la Côte d'Ivoire a été le premier producteur mondial. Mais le chocolat vendu en Europe ou aux États-Unis était 100 fois plus cher que le prix payé aux producteurs. De la même façon, le cuivre de la RDC, le café d'Éthiopie ou le pétrole du Nigeria ont enrichi les bourses occidentales, rarement les populations locales. Les droits de douane n'étaient pas de simples formalités commerciales. Ils étaient une arme de domination. Payer pour exporter, payer pour importer, perdre à chaque étape. Aucun port, aucune frontière, aucune usine n'échappait à ce système. L'Afrique, riche en coton, en or, en bécaille, en cacao, restait assignée au rôle de fournisseur de matières brutes. La valeur ajoutée, elle, s'envolait vers Paris, Londres ou Bruxelles. Ce piège était renforcé par des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces organismes promettaient le progrès, mais exigeaient en retour des sacrifices douloureux. Réformes imposées, économies étranglées, souveraineté piétinée. Refuser d'obéir, c'était s'exposer aux sanctions, à l'isolement, à la misère prolongée. Rappelons la crise de la dette des années 80. Des pays entiers ont dû brader leurs ressources et privatiser leurs industries pour obtenir des aides, souvent au détriment de leur peuple. Ainsi, génération après génération, des millions de familles ont été privées de l'essentiel. Les élites occidentales bâtissaient leur fortune sur la sueur de l'Afrique, tandis que le continent restait prisonnier d'un cycle injuste. Vendre du coton pour des miettes, racheter des vêtements à prix d'or. Continuer à accepter ce système, c'est condamner nos enfants à une pauvreté imméritée,
malgré l'abondance de nos ressources. C'est refuser à l'Afrique la dignité, la maîtrise de son avenir, la possibilité enfin d'écrire sa propre histoire. La décision de la Chine bouleverse cet équilibre séculaire et ouvre une voie inédite. Mais derrière cette annonce, un nouveau défi se profile. L'Afrique saura-t-elle saisir ce moment pour transformer son destin? Mais aujourd'hui, le cercle se fissure. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali osent franchir la frontière du possible. Pour la première fois, l'Afrique s'approche d'une souveraineté économique que l'on croyait inaccessible. Rappelons-nous du plan Lagos de 1980, qui prônait l'intégration et l'industrialisation africaine, mais qui a été sabordé par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, le contexte est différent. Une puissance externe propose l'ouverture sans condition. Prenons l'exemple du Kenya, qui a expérimenté la suppression partielle de droits de douane avec la Chine il y a quelques années. Le volume des exportations de thé a doublé, créant des milliers d'emplois locaux. Cette dynamique pourrait se répéter à grande échelle pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pour la première fois, le coton du Burkina Faso, l'heure du Mali et les troupeaux du Niger franchissent sans entrave les frontières d'un des plus vastes marchés du monde. Ce n'est plus un rêve lointain, les barrières sont tombées et les producteurs africains négocient enfin leurs richesses sans l'étouffement des tarifs coloniaux, sans le filtre des puissances occidentales. Le juste prix, la valeur du travail, tout cela revient entre des mains africaines. Imaginez ce cultivateur de coton au Burkina Faso. Désormais, il vend directement, sans passer par les agents qui, des décennies durant, ont dérobé la majeure part de ses efforts. Le mineur malien, longtemps exploité pour remplir les coffres européens, transforme désormais la sueur de son front en or pour ses enfants. Les éleveurs nigériens voient leurs troupeaux traverser les frontières pour nourrir la prospérité de leurs propres terres, et non plus des marchés lointains. Partout, ce sont des milliers d'emplois qui éclosent, des usines qui sortent de terre, des filières complètes qui prennent racine là où l'on ne rêvait que de survie. La jeunesse, trop longtemps condamnée à l'exil ou à l'errance, découvre soudain un horizon neuf. L'argent circule et reste sur le continent, la valeur ajoutée aussi. L'Afrique cesse de brader ses ressources, elle les transforme chez elle, elle les protège, elle en fait le socle de sa dignité retrouvée. Souvenons-nous de la guerre du cacao en Côte d'Ivoire, lorsque des multinationales ont pesé de tout leur poids pour obtenir des avantages douaniers et garder la mainmise sur la filière. Aujourd'hui, c'est un nouveau bras de fer qui commence, mais cette fois-ci, l'Afrique dispose d'un allié inattendu. Mais cette révolution ne s'arrête pas à l'économie. Elle bouleverse l'ordre du monde. L'Afrique, pour la première fois, impose l'égalité dans les échanges et s'assoit en partenaire, non plus en simple spectatrice. L'émancipation frappe l'Occident au cœur. Le contrôle historique sur le commerce africain vacille et l'équilibre des pouvoirs change. Washington s'inquiète, Paris s'alarme, Bruxelles s'interroge. Comment freiner une Afrique qui revendique sa souveraineté et refuse d'acheter son humiliation? La riposte ne tarde pas. Déjà, la propagande se déploie. On accuse la Chine de vouloir remplacer un empire par un autre. Derrière les discours sur la démocratie et les droits humains, certains cherchent à acheter des consciences, à semer le doute, à fissurer cette unité naissante. Les campagnes de désinformation se multiplient, car l'Occident sait ce qu'il perd. Un accès privilégié aux matières premières, un levier de pression, le pouvoir de façonner à sa guise le destin de tout un continent. Mais l'opportunité demeure. Pour la première fois depuis des générations, l'Afrique détient les clés de sa propre transformation. L'avenir s'ouvre. Quel chemin saura-t-elle choisir et quel piège évitera-t-elle pour que cette conquête de souveraineté devienne réalité? Pourtant, le danger n'a pas disparu. Si la vigilance faiblit, si la corruption s'infiltre, si les divisions s'accentuent, cette révolution pourrait se retourner contre ceux qui l'ont initiée. Un seul faux pas et l'ordre ancien tentera de reprendre la main, par la manipulation ou la déstabilisation. Le risque est réel, la lutte n'est pas terminée. Pourtant, chaque avancée suscite une réaction, et la bataille pour l'indépendance économique ne fait que commencer. Qui saura protéger ce nouvel équilibre sans retomber dans les vieilles chaînes? Un feu vient de s'allumer, le Ghana observe, le Nigeria aussi, et bientôt, c'est toute l'Afrique qui retient son souffle. Ce qui s'est joué n'est pas seulement une victoire pour 3 pays, mais un signal pour tout un continent. Si le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont réussi à briser leur chaîne, pourquoi les autres n'oseraient-ils pas?
En Asie, le Vietnam a démontré qu'une politique d'ouverture intelligente pouvait transformer un pays. En 30 ans, le Vietnam est passé d'une économie agricole sous embargo à un atelier du monde, en s'ouvrant à de nouveaux marchés et en investissant dans la transformation locale. L'Afrique peut s'inspirer de ces exemples pour éviter les écueils et bâtir une croissance inclusive. Ce modèle ouvre la voie. Chaque nation africaine peut désormais réclamer sa part, sans tuteur, sans conditions cachées. Imaginez le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Bénin, exigeant eux aussi l'accès direct aux marchés asiatiques, américains ou entre eux, sans passer par les filtres ni les taxes qui étranglent leur essor. C'est la chance, enfin, de négocier d'égal à égal, non seulement avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, le Brésil, la Turquie ou leurs propres voisins. Mais il ne faut pas se tromper, l'Occident n'abandonnera pas si aisément. Paris, Bruxelles, Washington useront de toutes leurs armes, pression diplomatique, sanctions économiques, campagnes médiatiques pour diviser le continent, discréditer ses accords ou acheter la fidélité de certains dirigeants. Leur objectif, semer la méfiance, opposer les pays frères, ralentir l'unité. Car ils savent que si cette dynamique se propage, leur mainmise disparaît. Pour l'Afrique, rien n'est offert. C'est une porte entr'ouverte, une occasion qui exige discipline, vision et vigilance. Il serait tentant de célébrer trop vite, de baisser la garde, de retomber dans la dépendance et l'exportation brute sans transformation locale. Mais la vraie victoire n'est pas d'exporter davantage, c'est de bâtir des industries solides, de créer des emplois, de transformer la richesse sur place au profit des populations. Pour réussir, il faut des stratégies coordonnées. Par exemple, la création d'agropoles, comme ceux lancés au Nigeria ou au Maroc, permet de centraliser la transformation des matières premières, d'attirer des investissements et de former la jeunesse. Il faudra aussi renforcer les institutions pour assurer la transparence et lutter contre la corruption, comme l'ont initié certains pays avec la publication des contrats miniers ou pétroliers. Mais que se passe-t-il concrètement sur le terrain? Comment ces décisions bouleversent-elles déjà la vie des Africains? Et quels obstacles surgissent à chaque pas? L'heure est venue de la responsabilité. Chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque dirigeant a un rôle à jouer pour que cette ouverture ne soit pas gaspillée. L'Afrique détient toutes les cartes. Sa réussite ou son échec dépendra de son unité, de sa discipline et de sa capacité à transformer cette opportunité unique en un tournant historique. Le risque est immense. Si l'Afrique échoue à s'unir, à investir dans ses propres forces, si elle laisse la division ou la corruption l'emporter, l'histoire risque de se répéter. La véritable indépendance ne serait alors qu'un mirage, une parenthèse vite refermée par de nouveaux rapports de force. Mais si elle saisit cette chance, si elle reste unie et exigeante, c'est tout un continent qui pourrait, pour la première fois, s'arracher au cycle de la domination. La liberté n'a de valeur que si elle se protège et se transforme en progrès concret. Ce moment historique n'est qu'une étape, à condition de bâtir ici une prospérité durable sur notre sol par nos mains. Prenons l'exemple d'une coopérative de femmes au Mali, qui exportait jusqu'ici son beurre de karité vers l'Europe avec de lourdes taxes. Aujourd'hui, ces femmes peuvent accéder au marché chinois sans obstacle, doublant leurs revenus. Au Niger, des jeunes entrepreneurs créent des plateformes numériques pour connecter les éleveurs aux acheteurs chinois, dynamisant l'économie locale. La première tâche, c'est d'investir dans la transformation locale de nos richesses. Oublions l'époque où le coton du Burkina Faso, le cuir du Niger ou l'or du Mali quittaient nos terres pour ne nous laisser que des miettes. Imaginez nos tissus faits à partir de notre coton, nos chaussures façonnées avec notre cuir, nos bijoux sculptés dans notre or, tous produits ici. Ainsi, chaque récolte, chaque kilogramme, chaque goutte de sueur compte double, voire triple. Regardons l'exemple du Rwanda, qui a investi massivement dans l'éducation technique et la technologie. En moins de 20 ans, ce pays a su attirer des investisseurs, créer des start-up et développer une industrie agroalimentaire exportatrice. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais celle d'une vision claire et d'une politique volontariste. Mais transformer nos matières premières ne suffit plus. Il faut former notre jeunesse. Nos enfants doivent devenir ingénieurs, artisans, entrepreneurs, prêts à relever tous les défis. Pour cela, il nous faut des écoles modernes, des centres de formation, des universités connectées à l'économie mondiale, et surtout des emplois dignes, des infrastructures solides, routes, usines, ports, réseaux numériques.
Chaque emploi créé, chaque jeune formé, c'est une victoire contre la pauvreté et l'exil forcé. Cependant, nos efforts seront vains si la corruption continue de miner nos institutions. Refusons les pots de vin, dénonçons les détournements, exigeons des comptes à chaque élu, à chaque responsable. La prospérité ne fleurira jamais où règne l'impunité. C'est à nous tous de rester vigilants, de défendre l'intérêt général et de placer la justice au-dessus des intérêts particuliers. Enfin, bâtir une Afrique forte exige unité et coopération. Isolées, nos nations resteront fragiles face aux manipulations étrangères. Mais unis, du fleuve Niger à l'Atlantique, du Sahel au golfe de Guinée, nous pouvons créer un marché commun, partager nos savoirs, défendre nos productions et parler d'une seule voix devant le monde. L'Union africaine doit jouer un rôle central. Développer la zone de libre-échange continentale africaine, harmoniser les politiques industrielles, mutualiser les ressources et négocier collectivement. Ce n'est qu'ainsi que l'Afrique pourra peser face aux géants mondiaux. Mais saisir la souveraineté économique n'est que le début. Encore faut-il affronter les résistances internes et externes qui menacent ce nouvel élan. Comment surmonter les pièges qui se dressent déjà sur notre route ? Si nous négligeons cette transformation, nous trahirions non seulement le combat de nos ancêtres, mais aussi l'espérance de nos enfants. Saisir cette chance, la défendre, l'amplifier, telle est notre mission collective pour que l'Afrique devienne un continent d'innovation et de dignité respecté par tous. L'époque des chaînes touche à sa fin. Qui relèvera le défi d'une Afrique nouvelle, maîtresse de son avenir ? Pour cela, il faut apprendre des erreurs passées. Lorsque le Nigeria a tenté de développer sa propre industrie textile dans les années 90, il a été freiné par l'importation massive de produits étrangers à bas prix, souvent subventionnés. Aujourd'hui, il s'agit de protéger les industries naissantes tout en restant ouvert à l'innovation et à la compétition loyale. Ce moment dépasse le simple commerce. C'est l'éveil d'un continent qui, pour la première fois, trace sa route sans attendre les ordres de Paris, Washington ou Bruxelles. Désormais, notre destin dépend de notre volonté collective, et le courage de choisir nous appartient. Mais la liberté ne s'obtient pas en un jour, elle se bâtit chaque matin ensemble. La suppression des barrières douanières n'est qu'un commencement. Le monde observe, certains guettent notre chute, d'autres redoutent notre succès. Si nous restons inertes, la fenêtre se refermera, et notre vulnérabilité pourrait revenir, plus profonde encore. À chacun d'entre nous de défendre cette souveraineté fragile. Cela exige vigilance et action commune. Les pièges de la division, de la corruption ou de l'immobilisme menacent à chaque pas. Ne laissons personne réduire cette avancée à un cadeau étranger. C'est une conquête, le fruit de notre détermination et de notre rupture avec l'ancien ordre. L'Afrique n'est plus un simple spectateur, elle devient architecte de sa prospérité. Le monde devra désormais composer avec notre force retrouvée. Affirmons nos intérêts, construisons une économie solide, protégeons nos ressources et notre dignité. L'avenir appartient à ceux qui bâtissent avec audace. Se résigner, c'est trahir l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Le monde retient son souffle. L'Afrique, elle, avance. En définitive, cette ouverture des marchés n'est pas une fin, mais un début. Pour la saisir pleinement, il faudra persévérance, innovation, unité et vigilance. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali montrent la voie, mais demain, c'est toute l'Afrique qui pourra tenir la plume et écrire les prochaines pages de son histoire. À nous de bâtir un avenir où nos enfants n'auront plus à choisir entre l'exil et la misère, mais pourront s'épanouir sur une terre prospère, digne et souveraine. Car la vraie révolution, ce n'est pas seulement de vendre sans taxe, c'est d'oser rêver, d'oser agir, d'oser transformer chaque opportunité en victoire collective.